Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Warzone, votre podcast spécial baseball universitaire, mais pas que, et le tout en français. Bien content de vous retrouver. Pour ceux qui ne l'ont pas vu sur les réseaux sociaux, j'ai été absent pendant un bon moment. J'ai communiqué sur Twitter notamment. Je me suis fait une rupture du tendon d'Achille, donc super. Après c'est la vie, je récupère bien, donc c'est le principal. Et donc j'ai décidé, puisque j'avais cette blessure, mais j'avais toujours mes obligations professionnelles et compagnie, de prendre une pause vis-à-vis du podcast, puisque c'était assez difficile de pouvoir concilier tout, même en termes de récupération, puis après là, puisque ça va bientôt commencer en termes de, qu'on appelle ça réhabilitation. Maintenant j'ai que les mots en anglais, ça devient de plus en plus grave, mais bref, je pense que vous avez compris. Avant de commencer, puisqu'on va avoir un épisode assez tranquille, je pense que c'est un épisode de reprise après cette absence d'un mois quand même. Donc on va faire une sorte de free flow, je vais parler un peu de tout et de rien, plus ou moins lié au baseball universitaire. Vous verrez que je vais un peu me balader parmi les actualités. Avant de commencer, bien entendu, le petit instant promo, vous pouvez retrouver ce podcast, donc cet épisode, et tous les précédents sur toutes vos plateformes d'écoute préférées, ainsi que sur YouTube. Et de même, le Homera veut me retrouver sur tous les réseaux sociaux. X, donc Twitter, comment ça s'appelle déjà ? Butterfly ? J'ai oublié. C'est grave. Je crois que c'est ça, c'est Butterfly. Vous me corrigerez, c'est grave. Sacrée reprise. Facebook, même si Facebook, j'ai un problème avec mon compte. J'ai perdu accès à mon compte, donc il n'y a que la page qui marche en ce moment. Enfin, sur laquelle j'ai accès. Et bien sûr, Instagram. J'ai envie de dire qu'on peut aller sans plus tarder, enfin j'ai TikTok aussi, mais bon, TikTok, je sais pas trop si vous êtes TikTok ou pas, j'ai pas l'impression sur le suivi que j'ai, c'est que des gens étrangers. Mais bref, sur toutes ces bonnes paroles, j'ai envie de commencer sans plus tarder. Allez, c'est parti. Bon, on est en novembre. Qui dit novembre dit fin de saison au niveau professionnel. C'est aussi, on va dire, la fin de ce qu'on appelle les fall scrimmages et tous ces matchs de préparation avant de décider plus amplement qui va rester dans le roster pour le baseball universitaire. Donc ça commence souvent en fin septembre, je le rappelle, et puis à partir de novembre, on arrête un peu ces matchs. On continue bien sûr les entraînements, mais c'est là où les coachs se rassemblent et commencent à prendre les décisions vis-à-vis du roster. Et donc avant de commencer de parler baseball universitaire, j'ai envie de commencer par le baseball professionnel, puisqu'on a vu donc forcément des ligues s'arrêter là pour la saison. J'ai envie de commencer par la NPB, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui suivent la NPB, donc la ligue, les ligues de baseball japonaises. On a eu notamment une finale entre les Hanshin Tigers, qui je le rappelle ont été champions il y a 2 ans. Les SoftBank Hawks qui font quasiment chaque année partie des favoris. On a donc vu les Hawks remporter le titre cette fois-ci. Et ça faisait donc en fait 5 ans qu'on attendait un nouveau titre du côté des Hawks. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, les Hawks ça a vraiment été la dynastie des années 2010. Puisqu'entre 2011 et 2020, ils ont remporté 7 Japan Series. Voilà, la grosse dynastie. Faut le dire, ils ont bien profité en termes d'investissement, ils savent qui récupérer, ils ont des vétérans stars, je pense à Kensuke Kondo par exemple, ou Yuki Yanagita, même si Yuki Yanagita cette saison il a eu pas mal de blessures, donc il a pas trop eu l'impact qu'il a l'habitude d'avoir sur la saison régulière. Il était de retour là pour ses playoffs, et notamment pour le Japan Series, mais c'est une équipe qui est quand même chargée en termes de talent, et c'est une équipe qui l'année dernière a très déçu parce qu'ils menaient 2-0 lors des Japan Series 2024 et ils ont vu les DNA Baystars qui ont vraiment eu une sorte de momentum infini leur mettre 4 victoires de suite si je dis pas de bêtises, remporter le titre, c'est ça, 4 victoires de suite. Les DNA Baystars qui n'avaient même pas terminé premier de la Central League. Donc je voulais en parler rapidement parce que c'est un des baseballs dont on voit dont on parle le plus,
Et voilà, les SoftBank Hawks ont donc, entre guillemets, levé la fronde la saison dernière, recommencé avec l'équipe qu'ils ont à être sur le toit du Japon, tout simplement. Et on va voir un peu comment ça se passe la saison prochaine, parce qu'il commence à avoir quand même des cadres vieillissants. Hein. Yuki Nagita, ça doit être un 89 ou un 90, enfin bref, c'est quelqu'un qui est vraiment sur la dernière partie de sa carrière. Kensuke Kondo aussi à la trentaine, mais je pense qu'il n'est pas encore trop vieux. Mais on va voir un peu comment ça se passe pour tout le monde à ce niveau-là. J'ai envie de faire une transition très rapide, hein, parce que la KBO a également vu son champion, et donc 2 ans après, les LG Twins ont remporté le titre. Mais du coup, voilà, les LG Twins ont remporté le titre, hein, face aux Hanwha Eagles. Je pense que les Hanwha Eagles, c'était leur première apparition depuis 20 ans, ou 19 ans, ou 20 ans, enfin j'avais lu, et d'ailleurs, je vais pas trop parler des KBO Series, puisque vous pouvez retrouver un nouveau membre au niveau de The Strikeout, qui a quand même parlé pas mal de la KBO, qui a fait des articles intéressants. Donc n'hésitez pas à aller lire un peu. Je pense que c'est le dernier article que j'avais lu du côté de The Strikeout, c'était la preview justement de ces finales. Je sais pas s'il y a eu un article pour justement parler du vainqueur. Mais en tout cas, voilà, je vous conseille d'aller lire, parce qu'il y avait des choses très intéressantes en termes notamment de contexte aussi. C'est très intéressant à lire. Donc pour la KBO, je vais pas trop en parler. En tout cas, le favori a remporté, puisque enfin l'a remporté, n'a pas eu de problème, puisqu'ils avaient dominé la saison régulière, les Twins, et confirme ce statut, hein, puisque l'année dernière, c'est vrai que c'était les Kia Tigers qui l'ont remporté. D'ailleurs, les Kia Tigers n'ont même pas atteint la zone, hein, pour faire partie entre guillemets des playoffs. Vous savez, le format coréen est un peu différent, mais en tout cas, ils ne faisaient pas partie de cette ligne de flottaison pour faire partie des playoffs, on va dire. Et donc, du coup, voilà, bravo à LG Twins, bravo aux SoftBank Hawks. Et donc, bien sûr, en MLB, on a aussi vu les World Series. Là, je pense que beaucoup de gens qui écoutent ont certainement entendu au moins parler de cette finale, qui a été pour le coup, pour moi, ça m'a vraiment réconcilié, on va dire, avec les World Series, même si au final, je réfléchis bien, mais l'année dernière, ça a été une déception, parce que c'était Yankees Dodgers, et ça a été quand même sur le score, hein, dominé par les Dodgers, parce que je rappelle quand même, il y a eu souvent des moments pivots, hein, notamment ce moment pivot avec Freddie Freeman, qui aurait pu changer beaucoup de choses, hein, quand même dans la série, il faut quand même se le rappeler, et pas juste tout omettre et dire ah les Yankees étaient nuls et les Dodgers ont profité des erreurs. C'est factuel, mais il y avait aussi quand même beaucoup plus de moments serrés que ce que le score final reflète. Mais bref, à part la saison dernière, je trouve que les World Series ont en général été plutôt pas mal, sans être non plus incroyables. Je me rappelle du titre des Rangers face aux Diamondbacks. Bon, c'était en 6, hein, si je me rappelle bien, mais il y avait eu des matchs intéressants. On a vu les Phillies qui perdent face aux Astros. Voilà, c'était des belles World Series. Les Braves c'était face aux Astros aussi, les Braves d'ailleurs. Pareil, très très bonne World Series. Mais là, clairement, ça m'a vraiment... Je sais pas comment dire, ça m'a... Surtout quand t'es spectateur neutre, en fait, parce que moi je suis fan des Mets, hein, il faut le savoir, la guigne... Je suis fan de la guigne. Mais en tout cas, voir ça en tant que spectateur neutre, c'est quand même incroyable. Déjà, les Blue Jays m'ont impressionné, puisque c'est vrai que même si voilà, ils étaient déjà très bons en saison régulière, c'est pas forcément une franchise que j'ai suivie de manière assidue pendant la saison régulière, donc je savais qu'ils avaient un très bon bilan. Mais je me rendais pas compte à quel point ils étaient forts. Je me rendais pas compte, tous ces joueurs, les Addison Barger et compagnie, à quel point le groupe était solide en tant que tel. Et en face, il y avait donc les Dodgers, hein, l'équipe forcément favorite, le plus gros payroll de la ligue. Mais bon, maintenant ils ont gagné, donc ça prouve un peu que ça compte, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en baseball, c'est pas forcément le plus gros payroll qui va te donner les World Series, parce que c'est vraiment un sport de momentum. Et les Blue Jays ont eu tellement d'occasions de ride sur leur momentum pour finir la série que si j'étais un fan des Blue Jays, je serais bien sûr fier du parcours, mais aussi très frustré par l'issue, parce qu'on avait vraiment l'impression que c'était un film en fait. C'était comme un film avec un côté dramatique, des aspects, des pics dramatiques justement, des moments où tu dis ah ça y est, ils vont gagner, des choses qui se jouent à quelques centimètres, enfin bref, vous l'avez certainement vu, le Game 7 notamment, le point culminant a été un film à lui seul en fait. Donc vraiment impressionné. On a eu des héros qui sont sortis de nulle part, hein. Je pense à Miguel Rojas, je pense aussi au catch télescopage de Pares avec c'était Keke Hernandez, si je me rappelle bien. Tellement de moments, il y a le
le retrait du joueur qui va pour mettre un run et potentiellement walk-off pour un rien. On voit Will Smith qui enlève son pied, qui remet son pied pile au bon moment avant que avant que le joueur puisse rentrer. Il n'y a eu que des dingueries, pardonnez-moi l'expression. Mais en tout cas, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment réconcilié et avec cet aspect du baseball où, même si au final, la finalité, c'est vrai que les Dodgers font le back-to-back, ça tend à confirmer que oui, bien sûr, quand vous avez plus d'argent, vous avez plus de chance, hein, c'est logique, puisque vous pouvez prendre les plus gros joueurs, donner des contrats incroyables, et il n'y a pas de salary cap, on le rappelle, en MLB. Mais malgré tout, il n'y avait pas une surdomination des Dodgers déjà. Ils ont vraiment, vraiment, vraiment eu chaud, surtout quand on refait le film de ces World Series. Encore une fois, les Blue Jays paraissaient l'équipe qui avait le meilleur momentum, qui avait le plus de chances de remporter le titre au final quand on voit les matchs. Je rappelle aussi le match, c'était le match 2 là, le match de 18 manches. Enfin, le match 2 ou 3, en tout cas, il y a eu que des moments cultes dans ces World Series. Et donc voilà, c'est pourquoi je voulais faire un petit topo spécial baseball professionnel et reparler un peu des champions, hein, que ce soit NPB, KBO et MLB. Et j'ai envie de dire qu'on peut faire une première toute petite transition musicale et on va revenir pour parler de quelque chose qui est à la fois lié à la MLB et à la fois lié au college baseball pour faire une transition. Nous voilà de retour alors que mon épaule vient de craquer. Ne vous inquiétez pas, elle vient juste de craquer, rien de, rien de grave. Et j'ai envie qu'on parle un peu de ce mix, on va dire MLB / college baseball, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une news assez importante au niveau du coaching. On a donc vu Bob Melvin quitter les Giants, d'une part, mais surtout on a vu la signature et l'arrivée donc du coach de Tennessee, Tony Vitello, qui rejoint donc les Giants. J'ai pas trop envie de parler de l'aspect MLB, si ce n'est que je pense que c'est une première, hein, qu'on voit donc un coach transitionner du baseball universitaire à la MLB directement, sans passer par aucune étape de, par exemple, assisting coach, hitting coach, pitching coach ou tout ce genre de choses. On va voir comment ça va se passer pour lui. Mais je voulais revenir là-dessus en termes de ce que ça implique en termes de college baseball et notamment pour Tennessee, puisque Vitello en fait c'est une figure à part. C'est vraiment une figure à part. J'ai envie de prendre 2-3 minutes pour raconter rapidement, hein, son parcours. Déjà, il est né en 78, donc il est assez jeune. Hein, il est surtout issu d'une famille où son père était un coach, hein, vraiment un coach, comment on peut dire ça, réputé dans son lycée, puisqu'il a été coach à la fois de football, hein, de notre football, hein, le soccer, et de baseball pendant 46 ans. D'ailleurs, c'est un Hall of Famer de l'état duquel il vient du Missouri et donc notamment de ce lycée. Et donc, on sent que Vitello, très rapidement, il a acquis on va dire cette appétence pour le coaching. Alors, si vous voulez tout savoir en termes de carrière en tant que joueur, rien de fifou. Il a fait d'abord de la D2 au niveau collège. Hein. Il était au Spring Hill College du côté de l'Alabama pendant, je pense, une année. Et ensuite, il est parti du côté de Mizzou, donc Université de Missouri. Il a joué pour les Tigers là-bas, mais c'était surtout un joueur de complément. C'est pas un joueur qui était vraiment prépondérant à la réussite de l'équipe. Par contre, il est allé jusqu'à son année senior, il a été dans le roster, et surtout c'est aussi un joueur qui au niveau académique a réussi des grandes choses, tellement de bonnes choses qu'il a été justement honoré. Il a été notamment académique All Big 12 Conference, puisque vous savez que quand vous êtes étudiant sportif, étudiant athlète à l'université aux États-Unis, il y a donc l'aspect sportif, vous pouvez avoir des récompenses, mais l'aspect académique aussi peut vous donner des récompenses. Et donc lui, ça a été le cas. Il a été donc All Big 12 Conference au niveau académique. Et il a été d'ailleurs, je pense qu'il a eu ils appellent ça le Honor Roll. Honor Roll, ça vient du commissionnaire de... qu'on appelle ça, du commissionnaire soit du département athlétique de la conférence, soit carrément au niveau de la NCAA.
Il va très rapidement s'orienter vers de l'assistana. Il va devenir associate head coach pour une collegiate league en Californie pour une année. Mais surtout, il va revenir du côté de Mizzou. Tout d'abord en tant que volontaire, c'est-à-dire qu'en tant que volontaire, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de salaire ou quoi que ce soit, c'était juste un volontaire assistant coach, en tout cas dans le coaching staff, parce qu'il voulait apprendre le métier. À cette époque-là, il avait que 24-25 ans. Et surtout, ça lui permettait de travailler en même temps sur son master, puisque vous savez, aux États-Unis, vous passez donc le bachelor, c'est un peu entre guillemets, c'est pas exactement la même chose, mais c'est l'équivalent de nous, notre licence, entre guillemets, même s'il y a 4 ans de bachelor. Et le bachelor, en général, la plupart des gens s'arrêtent au bachelor pour pouvoir après aller chercher du boulot. Par contre, si vous voulez, vous pouvez continuer pour aller dans le côté des masters. Donc master, c'est un peu comme nous, notre master, mais c'est pas prépondérant et obligatoire dans le fait d'avoir même un très bon boulot. Voilà pour la petite histoire. Donc lui, il va passer son master en business en même temps qu'il va être donc ce coach assistant volontaire à Mizzou. Et ensuite en 2004, maintenant qu'il a tout eu, il va devenir un full-time assistant coach. Il va pouvoir apprendre auprès des meilleurs. Il va passer dans différents types de coaching puisqu'il va être pitching coach. Il va aussi être dans, on va dire, hitting coach, même si c'était pas le coach hitting coach, mais travailler en fait avec les frappeurs. Il va aussi être un first base coach. Donc, et surtout, il est dans une des meilleures périodes de Missouri, puisque Missouri, pendant la période où il y était, je pense que de toute façon, le milieu à la fin des années 2000 et le début des années 2010, Missouri, ça reste une place forte comme de la Big 12 en termes de baseball universitaire, parce que je rappelle, Missouri était en Big 12 pendant un bon moment. Il va ensuite partir du côté de TCU, toujours en assistant coach, puis après il va partir du côté d'Arkansas. Je vais vous faire tout le déroulé, mais vous savez, à TCU notamment, il a beaucoup appris du côté avec Jim Schlossnagle, l'actuel coach de Texas. Et ensuite, comme j'ai dit, il va à Arkansas. Arkansas, c'est donc avec Von Horn, là aussi un très gros coach qui va lui permettre d'apprendre encore plus. Et ensuite, en juin 2017, il accepte de devenir le head coach de Tennessee. Tennessee, faut savoir à cette époque-là, c'est plutôt une équipe de milieu fin de tableau de la SEC en termes de baseball. Ensuite, lui, il arrive, et à partir de son arrivée, donc ça s'est pas fait en un coup bien sûr, mais à partir de son arrivée, pour résumer, il va faire de Tennessee petit à petit une place forte du baseball de SEC, et une place forte bien sûr du baseball national. Ils vont aller en 2019, en 2021, en 2022, en 2023, en 2024 et en 2025, donc consécutivement au tournoi national. Ils vont aller 3 fois au World Series en 2021, 2023 et 2024. On les a suivis récemment. Et surtout, ils vont donc remporter le titre en 2024, le premier titre de la fac sous ses ordres, avec une équipe, Christian Moore, voilà, comme d'habitude j'oublie les noms, mais voilà, Christian Moore. C'est pas le seul bien évidemment, mais j'ai pas les noms en tête là tout de suite, alors que pourtant ils sont tous connus. Il y en a pas mal d'ailleurs qui sont dans des farm systems en souvent réputés, ou qui ont même pourquoi pas eu quelques reps en MLB. Mais bref, ça va donc être le highlight de sa carrière. Et il va donc quitter Tennessee en laissant cette équipe comme une des grosses facs de la SEC dorénavant. Voilà la transition en fait, parce que du coup on va pouvoir transiter ou transitionner vers ce que ça veut dire pour Tennessee. Alors cette anecdote n'est pas glorieuse pour moi, mais je vous raconte un peu ma vie. Donc j'étais en train d'enregistrer et tout d'un coup il y a 3 putains de criquets qui sont arrivés et qui ont sauté partout. Donc quand ils ont sauté, ça m'a fait sursauter, donc du coup j'ai coupé rapidement le record. Non pas que j'ai peur des criquets, mais en fait c'est le fait qu'ils soient passés devant mes yeux d'un coup en sautant. Ça m'a perturbé quoi, alors que j'étais en train de parler. Donc je vais reprendre plus tranquillement maintenant que je sais au moins qu'ils sont là. C'est-à-dire que même s'ils sautent, ça va pas me surprendre. D'ailleurs il y en a un qui s'amuse sur ma botte. J'ai une botte orthopédique pour le tendon d'Achille, mais bref. J'ai bien raconté ma vie là. Donc reprenons. Donc pour Tony Vitello, et je l'ai vu dans pas mal d'articles, notamment sur D1 Baseball, on le rappelle souvent, le risque d'un tel move est assez calculé, est assez maîtrisé. Imaginons même il se loupe misérablement entre guillemets, il peut toujours revenir au niveau du college baseball, il va très clairement avoir des offres. C'est pour sûr. C'est vrai que là, il quitte un poste où même financièrement parlant, c'était attrayant parce qu'il était dans le Texas, là où les taxes sont pas au même degré que ce qui se passe en Californie. Maintenant, il va avoir l'opportunité de pourquoi pas prouver que
ce côté architecte qu'il a, parce que c'est une des données importantes dont j'ai envie de parler, ce côté architecte qu'il a, il peut voilà, le traduire à l'échelon supérieur, là où peut-être il aura moins de choses à dire, en tout cas au départ, puisqu'il va commencer avec un effectif qu'il aura déjà en place, mais après petit à petit il va pouvoir s'immiscer dans pas mal de décisions avec son GM et le front office en général, et voir un peu comment les dynamiques fonctionnent à l'échelon supérieur. Mais très clairement, et c'est pour ça qu'il faut en parler, Tony Vitello, c'est un architecte, c'est un motivateur, c'est beaucoup de choses en fait, hein, et on l'a vu avec Tennessee. Et donc Tennessee ne perd pas juste un coach, ils perdent vraiment, entre guillemets, une identité. Alors, à quel point ils la perdent, ça, on verra bien, puisqu'il reste toujours des gens de son staff là-bas, et notamment celui qui le remplace en tant que head coach. C'est Josh Elander, et Josh Elander, c'est quand même un assistant de longue date. Donc du coup, il a déjà cette façon de travailler, ces méthodes. Il a certainement pu, comment on dit, il peut pick the brain. Donc il peut prendre des choses, entre guillemets, du cerveau, des habitudes, de la manière de fonctionner de Tony Vitello. Il a déjà aussi un réseau, parce qu'il va pouvoir travailler de concours avec d'autres assistants qui étaient déjà là, pour mettre en place une certaine continuité. Mais par contre, en tant que personne, qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire que la continuité reste? Et surtout, beaucoup de jeunes étudiants faisaient de Tennessee une place privilégiée par rapport au coach lui-même, donc Tony Vitello. Pas juste par rapport au programme en tant que tel, mais par rapport à ce que cet architecte a su amener et montrer. Quand vous voyez en fait ce monsieur partir, vous êtes lycéen, vous êtes en train de commit pour des facs par exemple, vous pouvez maintenant réfléchir à deux fois avant de vous dire je vais aller à Tennessee, ou peut-être que finalement je vais plutôt choisir une autre SEC ou une autre fac ou que sais-je. Donc les implications sont quand même assez importantes en termes de potentiel. Est-ce que ça va pouvoir dire et comment ça va pouvoir se traduire sur le terrain? On pourrait pourquoi pas voir des joueurs qui transfèrent ou qui demandent à être transférés d'une saison à l'autre en fonction de comment ça se passe sur cette première saison, on va dire, entre guillemets, crash test de 2026. Par contre, ce qui est bien sûr rassurant, c'est que Elander, c'est certes un assistant, mais c'est pas n'importe quel assistant. Quand on lit les articles, très clairement, c'était le favori si on regardait une solution interne, puisque c'est quelqu'un quand même qui a travaillé, ça fait 8 ans qu'il est dans le coaching staff, à différents échelons, et il est toujours jeune, il a 35 ans d'ailleurs. Il a travaillé en tant que coordinateur dans le recrutement, donc il s'y connaît, il sait comment aussi faire valoir le programme pour pouvoir attirer les jeunes. Il a été hitting coach. Apparemment, c'est un des très bons, comment on peut dire ça, un des très bons cerveaux quand on parle en fait de l'aspect offensif du jeu, tout simplement. Donc, c'est pas non plus n'importe qui. Il a d'ailleurs, avant d'être full commit à Tennessee, il a quand même travaillé un peu comme Tony Vitello avant lui, avec des coachs réputés, je pense notamment à Dave Van Horn, et même avec Jim Schlossnagle. Donc, même parcours en fait, un peu que Vitello, et bien sûr, il a appris avec Vitello. Donc, c'est clairement pas le choix qui fait le moins de sens. Ça pourrait être au contraire une sorte de, parlons comme les jeunes, de banger, dans le sens où il est toujours jeune, il step up, mais dans un rôle où il pourrait très bien tirer son épingle du jeu. Maintenant, il y a quand même cette aura qu'avait Tony Vitello, puisqu'il était vraiment sur la front line, comme on dit, et Elander va devoir prouver en très peu de temps qu'il peut garder cette aura, amener cette aura, et garder ce programme à un niveau auquel il est. Bien sûr, on espère que le succès sera là, et comme j'ai dit, il y a quand même une certaine continuité, puisque même en termes d'assistanat, il aura toujours des coachs assistants, comme je pense à Frank Anderson, notamment le pitching coach, qui vont rester là. En tout cas, on va voir comment ça se passe, mais je voulais en parler parce que c'était intéressant de voir non seulement ce mouvement entre MLB et College Baseball qui est une première en termes de coaching, et puis les implications qu'on peut voir pour un programme qui a su s'élever en tant que top programme de la nation. Voilou. On va continuer rapidement sur cet aspect coaching, puisqu'il y avait une petite news que j'avais vue, et je pense qu'il faut en parler. Du côté de Florida, donc toujours en SEC, leur coach aussi réputé, bien sûr, Kevin O'Sullivan, a pris, en fait, ou va prendre, si je dis pas de bêtises, leave of absence pour des raisons personnelles. Donc,
Je ne sais pas exactement pourquoi il prend, hein. On a des raisons personnelles, donc on espère que voilà, tout ira pour le mieux. Mais ça aussi, c'est une news au niveau sportif qui est importante, puisque Florida, c'est aussi un des gros programmes nationaux, un programme qui était en finale il n'y a pas si longtemps que ça, on se rappelle, hein, et un programme qui a quand même été aussi build de manière pérenne par O'Sullivan, et son absence va aussi être quelque chose entre guillemets d'intéressant à regarder, à voir combien de temps ça va prendre bien sûr, et comment les dynamiques vont pouvoir évoluer, hein, du côté de Florida. Donc je vais en parler rapidement parce que c'est aussi un des gros coachs, hein, une des grandes stars du coaching, hein, quand on parle de college baseball. Mais voilà, c'était la petite aparté. J'ai envie de faire une dernière petite respiration et on va finir notre petit free flow en parlant un peu draft. On va finir ce free flow en parlant rapidement de la draft. Alors on a beaucoup de temps, hein, parce que la draft 2025 a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça. La draft 2026 a encore quand même plusieurs mois avant vraiment d'atteindre son apogée et d'arriver devant nous, hein, en juillet 2026. Mais comme chaque année, j'ai envie de faire un petit tour et un peu comme l'année dernière, j'avais parlé de quelques joueurs, de quelques noms à retenir et par catégorie. Et là, j'ai envie de me focus sur les joueurs qui sont sophomores pour l'année 2026, mais comme ils sont assez âgés, ils sont éligibles pour la draft. Je le rappelle, hein, normalement, en général, soit vous vous faites drafter au niveau lycéen, soit si vous vous committez pour une université, vous devez être, on va dire, âge éligible. Je ne sais pas si c'est très français, mais je pense que vous avez compris l'idée. Et donc en général, l'éligibilité en termes d'âge arrive souvent à votre junior year, donc la troisième année, puisque c'est l'année des 21 ans pour la plupart, mais bien sûr ça dépend quand est-ce que vous avez commencé on va dire l'école en général, et l'âge que vous avez, enfin le mois où vous êtes né, pour faire simple. En tous les cas, on a encore, comme chaque saison, hein, quelques joueurs qui sont éligibles en tant que sophomore pour la draft à venir. Je peux vous rappeler, hein, d'ailleurs rapidement, hein, des joueurs, hein, pour vous donner un ordre d'idée, des joueurs qui étaient des joueurs éligibles en tant que sophomore et qui ont été draftés en tant que sophomore. Vous en connaissez un qui a fait une très très belle rookie season en American League. Pour moi, c'est Cam Smith du côté des Astros, qui nous vient de Florida State bien entendu. Il y a Malcolm Moore, hein, du côté de Stanford, qui a été aussi... d'ailleurs, je pense que c'est la même draft, hein, 2024, pour le coup, les deux. Et puis il y a le lanceur, hein, vous vous rappelez du lanceur ambidextre, qui peut lancer à la fois droit, de la main droite et de la main gauche, hein, Jurangelo Sinjé. Donc tous ces joueurs-là faisaient partie un peu de cette classe de joueurs qui étaient donc éligibles en tant que sophomore, pour vous donner un petit exemple. Je vais vous donner quelques noms, et vous n'avez pas besoin de les retenir pour l'instant, mais c'est juste histoire d'engager, de commencer une certaine conversation qui va nous suivre tout au long de la prochaine saison vis-à-vis de la draft 2026. Le premier nom dont j'ai envie de parler, c'est Derek Curiel. Derek Curiel, c'est un joueur qui, depuis sa dernière année lycéenne, comment je peux dire ça ? Au lieu de dire ça comme ça, je veux dire plutôt qu'au niveau du lycée, c'était un joueur qui avait beaucoup d'intérêt de la part des scouts et compagnie en MLB. On pensait même qu'il aurait pu être une draft de premier tour à la draft, je pense que c'était 2024, si je dis pas de bêtises, mais malheureusement, en tant que senior, il a eu une saison assez compliquée avec des blessures et compagnie. Et à la place, du coup, il a suivi son commit, hein, du côté de LSU. Et je le rappelle, du côté de LSU, il a fait une saison freshman très 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 intéressante, mais surtout, il a été champion. Et oui, je le rappelle, il a été champion. Eh bien, ce joueur, hein, qui est outfielder, faudra le surveiller. Il continue encore à, entre guillemets, à grandir et à s'affirmer. S'il devient un vrai leader de LSU cette saison, faudra pas être étonné si ça devient un joueur dont on parle très très haut pour la prochaine draft. Donc Derek Curiel, le premier que je vous dis qu'il faut, entre guillemets, retenir. Si j'ai envie de donner un deuxième joueur, je réfléchis en même temps que j'observe un peu. Ouais, pourquoi pas Sawyer. Vous savez quoi, on va parler de Sawyer Stroh-Snyder, du côté de TCU. Alors lui aussi c'est un outfielder. Je pense que
si je dis pas de bêtises, il était valué assez haut à sa sortie de lycée, donc aussi en 2024. On parlait beaucoup d'un joueur qui pouvait même atteindre le 3e tour de la draft 2024. Et il n'a pas, comment on peut dire ça, il n'a pas été drafté, en tout cas il n'a pas eu ce qu'il voulait au niveau de la draft, et donc il est parti du côté de Fort Worth, dans le Texas, du côté de Dallas, pour rejoindre TCU. Là-bas, à TCU, il fait une très très belle, très très grosse première saison, puisque ses moyennes à la batte, je pense que c'est 350 de moyenne à la batte, c'est 420 d'OBP, c'est 650 de slugging percentage. Et il a eu, alors je ne me rappelle pas du nombre exact, mais il a eu, je pense, 12 ou 13 home runs. Il a eu aussi plus de 10 triples, plus de 10 doubles et plus de 10 steals. Il faut se rendre compte en fait de ce qu'il a fait en fait. C'est quand même une certaine dinguerie en termes de pure production statistique. Donc bien sûr, ça va être un joueur à surveiller. Je pense que c'était un two-way player à son arrivée à TCU, mais là il s'est clairement, on va dire, montré en tant qu'outfielder, en tant que joueur de champ extérieur. Donc c'est le deuxième nom que j'ai envie de vous donner. Et puis avant de quitter le podcast pour aujourd'hui, un épisode assez court, je cherche un troisième nom. On peut parler de Tyler Bell. Tyler Bell, j'ai envie de dire que c'est aussi un joueur intriguant. Je sais qu'il avait été drafté par les Rays. Il n'a pas signé. Bon, drafté à sa sortie de lycée, bien sûr. C'est un switch hitter. C'est un shortstop. Donc, une position premium. Et c'est clairement un prospect qui intrigue. Il a eu des responsabilités assez tôt. Parce que Kentucky, vous savez, entre les saisons 2023-2024 où ils ont vraiment fait de belles choses, et donc cette classe un peu de joueurs qui ont highlight ces 2 saisons sont partis. Ils ont été remplacés par pas mal de jeunesse, dont Tyler Bell, et donc il a fallu les responsabiliser assez vite, et il s'en est pas mal sorti. En termes de chiffres, ce ne sont pas les chiffres les plus impressionnants, mais c'est en termes de potentiel, ce qui pourrait être pour le monde professionnel, qui en fait un prospect très très très, on va dire, bien coté et bien vu en tant que sophomore qui serait éligible pour la draft à venir. Il y a beaucoup d'autres noms, hein, mais je ne vais pas vous faire 20 000 noms, puisque on va voir, ça va s'affiner, ça va changer, vous connaissez maintenant un peu le système. Il y aura peut-être en pre-season, on va parler des top prospects de la draft en pre-season, donc avant la saison universitaire, et après on va voir l'évolution au cours de la saison universitaire jusqu'à la date fatidique de la draft, où on se fera une petite mock draft des familles, comme chaque saison, si tout va bien. Voilou. J'espère que ça vous a plu, c'est un petit retour en douceur. J'espère pouvoir reprendre un rythme un peu plus normal, on va voir. De toute façon, si vous voyez un épisode toutes les 2 semaines, ne soyez pas surpris, je vais quand même essayer de refaire au moins quelques épisodes qui se suivent semaine après semaine, tant que je suis pas trop occupé entre la rééducation. C'est rééducation que je cherchais, je viens de trouver le mot. Rééducation, tout à l'heure j'ai dit réhabilitation, non. Rééducation, bravo. Voilà, c'était worth it, c'était bien de faire ce podcast parce que je me suis rappelé d'un mot. Ce qui est important aussi. Assez de bavardage. J'espère en tout cas pouvoir tenir un certain rythme jusqu'à la fin de l'année. Après la fin de l'année, bien sûr, il y aura peut-être 2-3 semaines de flottement. Vous savez, à la fin de l'année, il y a les fêtes et compagnie. Donc on va faire doucement, on va y aller mollo. Mais en tout cas, j'espère encore une fois que ça vous plaît. Je m'excuse encore une fois d'avoir disparu pendant 1 mois pour ceux qui n'ont pas pu suivre les réseaux sociaux et qui ne comprenaient pas du coup mon absence. Restez connectés, j'ai toujours cette vidéo sur les Negro Leagues qui est déjà enregistrée depuis un moment, mais du coup vous le comprenez avec la blessure et compagnie, j'ai pas pu m'atteler au montage. Ça arrivera quand ça arrivera, mais j'espère assez rapidement. Et sur tous ces bons mots, je vous dis tout simplement à très bientôt. Allez, ciao. The 2-2.